Bonsoir, merci. Faire ici et maintenant pour demain, c'était un peu un contre-pied. J'ai vu que le titre du cycle de conférence lui-même était un petit peu taquin. J'en ai profité. La question du ici et maintenant que j'ai rajouté par rapport à la question de la ville du futur et de construire l'avenir, c'est d'abord la question de la pertinence, de savoir, aujourd'hui je pense que tout le monde a un peu acquis l'idée qu'on a besoin de changer de paradigme, de changer de façon de faire, pas seulement dans la construction, à plein de niveaux. Aujourd'hui on parle de la construction. La seule façon de savoir si on est juste et si on répond à ces objectifs-là, c'est de se poser la question du présent, et c'est aussi de commencer à le faire tout de suite. On est aujourd'hui dans la nécessité de mettre en place des choses qui n'ont pas été faites depuis 50 ans, alors que la situation dans laquelle on arrive maintenant, elle était parfaitement prévisible et parfaitement connue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé de façon de faire jusqu'à maintenant? C'est une question. En tout cas, aujourd'hui, on doit le faire maintenant. C'est aussi un parti pris en tant qu'architecte, parce que nous, on préfère parler des projets qu'on a réalisés, des projets quand ils sont concrets, quand on y est arrivé. Et effectivement, on travaille sur le long terme. Les projets, ça prend du temps. Donc, ces projets, je sais qu'ils ont déjà beaucoup été montrés et présentés. Néanmoins, ils ont été livrés pour la dernière phase en 2016. Et c'était important pour moi d'en reparler. On est aussi une petite structure et on a pour le moment des projets en études ou en concours dont je ne pourrais pas forcément vous parler. Voilà, cette photo néanmoins c'est une photo d'actualité parce que c'est une photo qui a été prise cette année dans un des logements du Grand Parc, donc un logement qu'on a créé sur le toit, qui a été pris dans le cadre d'un film qui a été créé par Karine Dana et qui est exposé au FRAC d'Orléans actuellement, qui s'appelle Construire l'échappement, si je me souviens bien. Je vais vous présenter rapidement quelques idées clés et après j'ai beaucoup de photos à vous montrer sur le processus de construction et sur les projets eux-mêmes. Ces idées clés, elles vont recouper beaucoup de choses que vous avez déjà entendues. Pour nous, dans les enjeux principaux du projet, il y a le fait de pouvoir créer de la capacité supplémentaire, ajouter et finalement donner de la fluidité, construire de la flexibilité, permettre l'évolution en se libérant des standards, ce qui est loin d'être simple, mais qui est à la fois un enjeu sur le long terme, pour la durabilité, pour l'évolution des bâtiments dans le temps, dans leur durée de vie, mais également pour nous un outil de travail qui nous permet de trouver des solutions à des problèmes qui apparaissent parfois bloquants. Le deuxième point, c'est évidemment de prendre en compte le climat et plus largement notre environnement, mais de répondre aux besoins de limitation de notre empreinte environnementale et en utilisant d'abord des systèmes passifs, c'est-à-dire avant de mettre en place des solutions techniques et des matériaux, d'abord optimiser les calculs, prendre en compte ce qui est déjà présent sur le site, c'est-à-dire l'énergie solaire majoritairement. Aujourd'hui, ces systèmes bioclimatiques passifs, ils restent relativement mal pris en compte dans les calculs et on a encore des progrès à faire là-dessus. Donc, si on doit parler de rigueur et si on doit parler d'optimisation, il faut que ça soit en premier lieu sur les études et pas une restriction sur la surface des bâtiments ou sur le confort des habitants qui, au contraire, plus il sera généreux, sera une source de durabilité et pour nous d'outils de projet. Le troisième point, c'est d'utiliser pour ça des systèmes à ossature, et la charpente métallique en est un très très bon, qu'on a plaisir à utiliser, qui a des avantages et des inconvénients. C'est surtout en fait de se mettre aussi dans la posture de concevoir un bâtiment, une construction, merci, comme sur un principe d'assemblage, en utilisant beaucoup la préfabrication, en utilisant aussi les moyens de la construction des filières qui existent aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait des nouveaux systèmes. On doit construire des bâtiments aujourd'hui, répondre aux besoins actuels et les rendre les plus évolutifs possibles. Voilà, ça c'est une image d'un projet en construction neuve qu'on a réalisé à Saint-Nazaire. Donc ce n'est pas une image des projets que je vais présenter, mais vous allez retrouver ces principes de construction par assemblage. En l'occurrence, c'était une construction mixte avec des poutres métalliques et des dalles alvéolées. Ces enjeux principaux, ces idées clés, elles nous conduisent à finalement proposer une démarche de projet qui est attentive à l'existant. Et sur la question du logement et du parc existant, qui peut nous permettre finalement de trouver des nouvelles capacités de projet, dont on a parlé déjà, notamment
retournant la question de la réhabilitation en faisant un potentiel de construction possible, un potentiel de projet pour nous architectes, pour proposer des logements différents, pour faire plus de logements là où il y en a besoin. Ici, c'est une carte de Paris qui a été faite par Frédéric Druot, avec qui on était associé sur l'opération du Grand Parc, qui recense des emprises libres en bleu et des bâtiments de logement social des années 60-70, mais pas seulement, aussi des bâtiments du parc privé, qui pourraient être des sujets de projet. Voilà, il a recensé, parce que c'est un travailleur infatigable, 1468 sites potentiels à Paris, dont la plupart, évidemment en logement en site occupé, qui permettraient de construire environ 135 000 logements neufs. Cette réflexion, c'est aussi l'idée que le bâtiment durable de notre siècle et des siècles à venir est nécessairement un bâtiment existant. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à regarder des couvertures avec des images de bâtiments neufs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de construire des bâtiments neufs, mais clairement, le bâtiment le plus durable, c'est un bâtiment existant, transformé ou réhabilité ou agrandi, auquel on redonne une durée de vie. Éventuellement, on donne une capacité d'évolution supplémentaire en créant des surfaces supplémentaires. Je pense que c'est tellement logique que ça ne devrait même pas être une question. Voilà, c'est le détail de cet inventaire. Et la conséquence un peu de ces 4 premiers points, le 5e, c'est aussi notre petit outil de travail dans le projet. On se donne comme règle de travail de ne jamais démolir. Pourquoi? Parce que c'est pas par dogmatisme, c'est que la démolition, ça reste aujourd'hui la politique de l'Agence nationale de renouvellement urbain, qui jusqu'à présent, peut-être qu'il allait commencer à évoluer, je n'ai pas forcément les dernières informations, financer des projets à condition qu'il y ait des démolitions. Donc la subvention de l'Agence nationale de renouvellement urbain, c'était ça. Donc cette image qui est ancienne et qu'on connaît tous, elle est encore d'actualité et elle ne devrait plus l'être. On doit être capable, nous, de montrer, en tant qu'architecte, de montrer qu'on peut faire des projets avec ces bâtiments, qu'on peut trouver des solutions. Et si on doit démolir, on doit avoir d'abord épuisé toutes les possibilités techniques qu'on a, et on en a, même si on a des moyens limités, même si la construction, c'est l'art de faire beaucoup avec peu, on a quand même des solutions, la capacité d'en inventer, de travailler avec des ingénieurs, avec le CTICM, pour avancer. Voilà, la première opération dont je vais vous parler, puis je vais un petit peu accélérer, être un peu moins bavard, c'est une opération à Saint-Nazaire, dans un ensemble qui s'appelle La Chênaie, qui est aujourd'hui en bordure de Saint-Nazaire, qui était à l'époque au milieu des champs, comme beaucoup. C'est la tour qui est à peu près au milieu, un petit peu sur la gauche, qui est un immeuble de 40 logements existants, en R+10. Donc c'est un immeuble avec une construction très rigide, un plan systématique sur tous les niveaux, une construction en béton armé des années 60, fin des années 60, de type coffrage tunnel, donc une construction très rigide avec des anthrax de structure assez faible, très difficile à modifier. La proposition, ça a été de transformer les logements en premier lieu en travaillant par addition de jardins d'hiver pour créer un espace bioclimatique extérieur qui permette d'améliorer la performance environnementale générale même du bâtiment, mais aussi en rajoutant des chambres au logement de manière à déplacer à l'intérieur de l'existant les salles de bain qui étaient trop petites dans les chambres. C'est-à-dire que les logements restent de la même typologie, ils sont agrandis, et on a des logements qui sont plus adaptés aux usages actuels, parce qu'aujourd'hui, une salle de bain de 3 mètres carrés, c'était moderne à l'époque, aujourd'hui ça paraît étroit. Et on permet d'adapter ainsi les logements existants. Le deuxième point, ça a été de proposer de créer 40 logements supplémentaires à partir de ce bâtiment existant, qui disposait de foncier, qui était dans un site pas forcément facile, dans un carrefour, avec un parking, qui faisait que finalement il était entouré de 3 côtés et que les avoisinants étaient relativement délaissés. On a proposé de créer des logements neufs, le long en partant des façades les plus opaques du bâtiment, celles qui ne disposaient pas de balcon, et on l'a raccordé aux extensions du bâtiment existant. Ça nous a permis, dans un deuxième temps, de faire une bascule en affectant un des logements existants à chaque niveau à une cage d'escalier neuve. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir 4 logements par cage dans une cage très petite, aux dimensions de l'époque, on n'a plus que 3 logements par cage dans l'existant,
3 logements sur la cage d'escalier nord qui est à droite du plan et 2 logements par cage dans la cage d'escalier neuve à gauche. Voilà, la construction, c'est un chantier qui s'est réalisé en site vide. C'est une décision qui a été prise au cours du projet et on a continué à travailler, nous, en termes d'études, sur des systèmes de construction qui soient rapides, qui fonctionnent par assemblage, de manière à garder la possibilité, autant que possible, si le besoin était, de faire le projet en site occupé. Néanmoins, il y avait une masse de construction, on doublait la construction existante, et il y avait un taux de vacances dans le parc du bailleur, qui est à Silène, à Saint-Nazaire, le bailleur social de Saint-Nazaire, qui ne justifiait pas d'obliger les gens à rester pour un chantier, alors qu'il y avait tout à fait la capacité pour leur proposer le relogement. Ils ont été consultés et le bailleur a pris la décision de faire le chantier en site vide. Donc on avançait sur l'ensemble des niveaux d'un seul coup. Donc, la structure, c'est une structure en charpente métallique qui ressemble beaucoup à celle que j'ai montrée précédemment, sauf que cette fois, au lieu des dalles alvéolées, on est sur des planchers collaborants industriels qui sont les planchers de Cofradal d'Arcelor. Je ne sais pas s'ils n'ont pas changé de nom depuis. On a travaillé pour faire une mise en œuvre entièrement le plus possible à sec de ces planchers, c'est-à-dire que les dalles de compression béton sont préfabriquées et l'ensemble est liaisonné par des clavetages qui sont les marques sombres que vous voyez au sol. Voilà, on a des réservations pour les menuiseries. On est sur une structure qui est extrêmement légère, qui a été montée uniquement par le charpentier. C'était un groupement entre une entreprise de béton et une entreprise de charpente, mais le montage a été fait par le charpentier. Donc il y a une grue avec un grutier avec une télécommande, il y a 2 gars pour réceptionner les dalles, un chef de chantier et un manœuvre, et c'est tout. Et ils ont monté tout le bâtiment comme ça. Voilà, donc ça c'est la vue de la structure quand on est arrivé au dernier niveau. La charpente métallique, pour ceux qui aiment la charpente métallique. Voilà, il y a pas mal de défis techniques dans cette construction parce que un des défis de la charpente métallique, c'est notamment la stabilité au feu. On est sur un bâtiment de stabilité au feu 1 heure. Donc, on a une partie des porteurs, les poteaux à l'intérieur du bâtiment, qui sont protégés par encofrement par la réalisation des cloisonnements intérieurs. Mais l'ensemble des poutres et les planchers eux-mêmes sont stables au feu 1 heure sans protection rapportée. Donc, le plancher, c'est justifié par le fabricant. Les poutres, elles sont noyées dans les dalles. Ça a demandé pas mal pour un bâtiment R+10 en acier, ça a demandé pas mal de travail. Ça nous a demandé aussi de faire appel au CTICM, à Daniel Bittard, qui était responsable de la construction mixte à l'époque et qui est maintenant, je crois, directeur du CTICM, et au directeur aussi du service incendie, dont j'ai oublié le nom, mais vous m'en excuserez. Voilà, monsieur Zao. Voilà, c'est la construction quand on arrive au R+10. On a travaillé dans un deuxième temps sur l'existant pour des raisons de découverte d'amiante dans le bâtiment existant. Donc le bâtiment s'est fait en 2 phases, ce qui n'était pas prévu initialement. Là, il est occupé totalement. Voilà. Voilà les jardins d'hiver au droit des extensions, au dernier niveau. Qui sont des espaces qui sont conçus pour être ouverts une partie de l'année, mais qui sont réellement utilisés comme des vraies extensions du logement, et c'est extrêmement important pour qu'ils fonctionnent. Donc il faut que ce soit des espaces confortables auxquels on puisse accéder librement et de façon la plus transparente possible, pas seulement pour la lumière, pas seulement pour l'air, mais aussi pour les utilisateurs. Donc c'était une image du bâtiment existant, ça c'est pendant les travaux, l'ouverture des façades vers les extensions. Et ça, c'est le logement dans l'existant, finalisé avec son jardin d'hiver. Voilà. La question du jardin d'hiver, elle reste importante parce qu'aujourd'hui, on n'a pas complètement admis le fait que pour créer des bâtiments bioclimatiques qui profitent des apports solaires naturels extérieurs, il faut des volumes qui permettent de capter ces apports solaires. Il faut qu'on soit à l'échelle du bâtiment. Si on veut utiliser des systèmes passifs, si on veut faire autre chose que du photovoltaïque ou de la pompe à chaleur. Donc ça, c'est pas encore acquis dans les projets en termes de projets d'aménagement. Quand on arrive sur des ZAC, on a des surfaces plafonnées, on ne peut pas créer ces espaces. Il faut discuter pour savoir comment les prendre en compte. C'est toujours un travail extrêmement fastidieux.
Voilà. Les dernières photos, enfin, les 3-4 photos que je viens de montrer sont des photos des logements neufs dans les ailes latérales. Donc il y a vraiment une grande homogénéité entre l'existant transformé et le neuf, avec ce système d'enveloppe et de double enveloppe, on va dire. Et on arrive finalement à un bâtiment qui, pour nous, est plutôt bien vécu par les habitants, donc ce qui est extrêmement satisfaisant et qui permet de révéler l'étendue des vues et du paysage avoisinant qui est, il me semble, très très beau et dont ils ne profitaient pas autant avant. Voilà. La deuxième opération dont je vais parler est un peu différente, c'est l'opération du Grand Parc à Bordeaux, donc qui est une opération de plus grande ampleur, c'est 530 logements existants en site occupé. Donc là, contrairement à Saint-Nazaire, l'enjeu, ce n'était pas de travailler sur la densité et de créer du logement neuf, mais vraiment de travailler sur l'existant pour avoir une solution pour transformer ces bâtiments, les rendre durables en site occupé, sans déménager les gens. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de déménager 530 familles, et ça ne sera pas possible de travailler sur le parc existant en faisant du relogement. Cette cité du Grand Parc, elle est à proximité du centre-ville de Bordeaux, donc elle est aujourd'hui très très bien située et desservie par le tram. Je vais passer assez vite sur la question des extensions parce que ça reprend les principes du projet de Saint-Nazaire et aussi parce que c'est une construction qui cette fois est en béton. On est sur des immeubles de 15 étages, donc on a stabilité au feu 1h30. C'était trop difficile de le faire en acier à l'époque. Peut-être qu'on aura des solutions autres pour le faire. Et malgré tout, voilà, bien utiliser la construction, c'est l'utiliser là où elle est forte. Et le béton a des avantages. Voilà. Bien sûr, on en préfère l'acier, mais voilà. Donc ça, c'est les logements existants avant le projet. L'ensemble les plans des niveaux principaux des deux grandes barres qui représentent à elles seules 250 logements chacune, qui font 150 mètres de long par 15 étages de haut. On a créé également 8 logements qui n'étaient pas l'objet principal du projet sur le toit, mais qui étaient plus dans une logique de bonne utilisation de l'ensemble des surfaces. Et à partir du moment où on refaisait la toiture, on s'est posé la question de créer des logements supplémentaires et le bailleur était intéressé et capable de les financer. Donc ça, c'est une axonométrie d'une cage type qui présente 3 logements. La proposition, ça a été principalement de faire des extensions de jardins d'hiver sur les façades principales et également de remplacer des fenêtres de façon ciblée dans le bâtiment, de traiter l'enveloppe nord en la réisolant, de faire un certain nombre de travaux de remise à niveau à l'intérieur, des travaux d'électricité, de ventilation, qui sont coordonnés avec les extensions pour que ça fonctionne. C'est un bâtiment qui est ventilé en ventilation naturelle, à l'origine, ventilation par pièce. On a amélioré le système de ventilation en mettant une ventilation hybride, mais on a conservé des principes naturels qui fonctionnent bien avec les jardins d'hiver, qui permettent d'amener l'air neuf par les jardins d'hiver et du coup d'avoir de l'air préchauffé naturellement. Voilà, ça aujourd'hui c'est très difficile de le faire prendre en compte à un ingénieur dans une étude thermique. Ça c'est la façade existante en cours de montage et ça c'est la phase presque le même endroit une fois qu'on a créé les extensions. On retrouve les principes du jardin d'hiver qui transforment non seulement la façade mais l'usage du logement lui-même puisqu'on a des surfaces importantes ajoutées au logement qui sont utilisables une très grande partie de l'année et qui permettent de désenclaver, de décloisonner les logements qui étaient un peu enfermés sur eux-mêmes. Voilà, ça c'est une chambre par exemple, donc on a pu ouvrir les allèges sur l'ensemble des façades en faisant des sièges béton. On a parlé du site occupé, je ne suis pas rentré dans cette présentation sur le process d'avancement en site occupé. C'est vrai qu'un chantier ça dure longtemps, des mois voire des années. Le travail qu'on a fait ici, c'est de travailler sur une sorte de petit train qui avance le plus vite possible en suivant la construction, la pose des structures préfabriquées neuves, de façon à ce que les habitants aient le moins possible d'impact du chantier chez eux. Donc la règle, c'était d'avoir 2 nuits maximum de fermeture provisoire des façades au droit d'une fenêtre dans un appartement. On mettait des panneaux à l'intérieur, on sciait depuis l'extérieur et on devait les enlever au bout de 2 jours. Donc ça, c'est le site avant mon projet, la construction en cours. Donc là, on voit à gauche la partie, la pose des extensions qui étaient posées avec les garde-corps définitifs. Et le bâtiment de droite est déjà fini en façade. Donc les menuisiers et qui remplaçaient les façades existantes suivaient la construction au fur et à mesure, ce qui nous a permis de livrer les jardins d'hiver au fur et à mesure de l'opération. Et donc pour les habitants, d'avoir une vraie plus-value du chantier, même s'il y avait les nuisances aussi, mais de comprendre à quoi ça servait et d'en profiter. L'opération en cours de réalisation.
En charpente métallique, on a travaillé ici sur des choses un peu plus ciblées. On a travaillé sur la façade nord, sur lesquelles les cages d'escalier étaient ouvertes, et donc on a pu, grâce à, en utilisant la charpente métallique, refermer les cages d'escalier d'une part et créer des pylônes ascenseurs qui nous ont permis de rajouter des ascenseurs neufs sur chaque cage d'escalier et de réhabiliter les existants une fois qu'on avait rajouté les cages neuves. Voilà, ça paraît quelque chose de pas très important, mais en réalité, on a aussi travaillé sur la tenue au feu des structures pour éviter d'avoir à peindre ou à protéger l'ensemble des structures extérieures, donc en utilisant des règles de calcul pas avancées, c'est pas le terme propre, mais en tout cas des calculs spécifiques qui sont permis par la charpente métallique pour éviter ça, ce qui permettait de réaliser ces structures d'une manière extrêmement efficace. Voilà. On a aussi rajouté, donc j'en ai déjà parlé, les logements sur le toit, qui sont également en charpente métallique, pour évidemment éviter de surcharger les structures existantes. Donc c'est une structure extrêmement légère, c'est une construction presque comme une maison individuelle. La différence, c'est que comme on s'adapte à un existant, on se donne le droit de faire des logements atypiques. On a des cheminées, il faut tourner autour. Donc là, on a des appartements qui sont des appartements de 3 pièces de 90 mètres carrés avec un jardin d'hiver qui fait presque la même surface. Ces appartements, c'est vrai qu'ils coûtent plus cher que la réhabilitation des logements. Ici, on avait un budget supplémentaire puisque c'était des logements en plus. Pour les logements existants, l'objectif c'était de faire les logements existants dans un budget qui soit réaliste pour la rénovation et donc d'atteindre un coût d'environ 55 000 € par logement. C'est un enjeu extrêmement important puisqu'effectivement, les bailleurs sociaux en France auraient les moyens de faire des opérations parce qu'ils ont le foncier, ils ont le patrimoine. Néanmoins, il faut que ça reste dans des budgets raisonnables et possibles. 55 000 €, ça reste quand même beaucoup plus que ce qui a été investi jusqu'à maintenant sur des réhabilitations d'enveloppes d'isolation par l'extérieur. Et on n'est pas arrivé pour l'instant, il me semble, à faire passer l'idée qu'en faisant un peu plus et en travaillant sur les montages d'opérations, pour pouvoir avoir ces budgets, on peut avoir des bâtiments qui, sur le long terme, sont plus durables et finalement équilibrent la mise initiale. Julien Callot, pardon, j'ai pas du tout envie de vous couper parce que ces présentations-là sont absolument fascinantes. Peut-être juste un mot parce que voilà, le logement a été livré maintenant il y a 3 ans pour ce qui est des dernières phases. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que ça a eu comme influence? Alors déjà sur les commandes qu'on vous a fait à vous, à l'agence Lacaton et Vassal, est-ce qu'il y en a eu d'autres? On sait qu'il y a eu la tour Bois-le-Prêtre, c'était en amont, mais est-ce qu'il y a eu encore d'autres logements de ce type-là chez vous? Et peut-être chez les maîtres d'ouvrage en eux-mêmes, chez les bailleurs, est-ce que vous savez si ça a fait école un peu? Je ne peux pas avoir d'avis extrêmement large sur ce qui est fait en France et dans les autres pays européens. Néanmoins, nous, on n'a pas eu de commande suite à ces projets. On n'en a presque jamais, puisqu'en fait, on travaille essentiellement en commande publique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'architectes. La commande, elle est en train de changer. On travaille avec des groupes immobiliers maintenant parce que c'est plus des concours d'architecture, c'est des appels à projets. Donc nous, architectes, on n'est plus directement sollicités. Je ne crois pas que les bailleurs sociaux qui auraient pu tirer la locomotive se soient appropriés ce type de projet. Je crois que c'est des projets qui sont toujours regardés comme étant exceptionnels. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'en parler aussi, parce qu'on essaie de dire bah non, ces projets, ils pourraient être faisables. Là où aujourd'hui on fait des démolitions, voilà, on en a vu. Il y a toujours des projets de rénovation urbaine où on démolit presque systématiquement, au moins partiellement, dans les projets de rénovation urbaine. Nous, on pense que c'est pas nécessaire et qu'on ferait mieux de mettre cet argent-là à la construction neuve, à des extensions et de réfléchir à la façon dont on fait les opérations. Donc non, on n'a pas du tout l'impression que le message est passé. Peut-être qu'il passe petit à petit. La ville de Paris aujourd'hui communique sur la surélévation, la transformation d'existants. Néanmoins, ça nécessiterait de réfléchir à la façon dont on programme les projets, dont on fait les cahiers des charges. Est-ce que le système de la ZAC permet de répondre à ces systèmes-là? Moi, je ne suis pas sûr. C'est un gros travail de bousculer les organisations humaines, mais il faut qu'on fasse ce travail, donc c'est pour ça qu'on essaie d'en parler. On est au-delà de la surélévation, là, en termes de chiffres, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on a 500 et quelques logements à Bordeaux, ce sont tous ces logements, c'est ça, qui ont bénéficié de l'extension Oui, absolument. Oui, c'est une des conditions du fonctionnement du projet. Il faut que tous les logements aient une qualité équivalente. Donc ils ont tous des jardins d'hiver et tous des extensions.
Des projets absolument fascinants et pour le coup, je vais dans votre sens. J'ai eu l'occasion de visiter celui de Saint-Nazaire et les habitants que j'ai rencontrés, en effet, étaient presque même surpris d'avoir un logement aussi exceptionnel et ils le sont vraiment. Merci beaucoup, Julien Callot. Je suis désolé d'écourter un petit peu. Merci de votre attention.